On va enchaîner tout de suite sur le débat suivant. Donc sur le débat suivant, donc j'appelle Sabine Noir, qui est directrice de l'école Galilée, qui se trouve dans le 16e arrondissement, une école spécialisée dans les enfants précoces. Elle a fondé cette école. Il y a Monsieur Saada, Serge Saada, qui arrive par la gauche. François Deroux, directeur des Petits Débrouillards. Les Petits Débrouillards sont un réseau associatif, le premier réseau associatif qui éduque par la science. C'est-à-dire, ils font de la formation, ils sont très présents sur le terrain. François Deroux a participé à la création de cette association il y a de nombreuses années. Et aujourd'hui, cette association, c'est une association qui est très importante dans le paysage éducatif français. Serge Saada donc, travaille à Culture du Cœur. Culture du Cœur, qui est une association qui fournit des places de spectacle à des démunis, 200 000 par an, mais également forme à la médiation culturelle et fait des projets de terrain. Sabine Noir, donc j'en ai parlé, et Madame Anaïs de Dieu, qui travaille à Reporters d'Espoir. Reporters d'Espoir, qui est une structure qui milite pour un journalisme de solution et qui pense que la façon dont est traitée l'information aujourd'hui n'est pas une fatalité et qu'il est possible de la traiter différemment. Donc le point commun de tous ces intervenants, c'est qu'ils travaillent dans la transmission du savoir, que ce soit le savoir éducatif, de l'éducation ou le savoir en termes d'information. La question qu'on leur a posée, tout simplement, c'était quelles sont les croyances aujourd'hui qui les gênent dans la transmission du savoir et au contraire, quels sont les leviers qu'ils ont identifiés qui pourraient permettre d'accroître cette transmission du savoir. Comment le savoir peut mieux circuler, peut mieux être transmis. Donc, je vais les laisser... On fait par ordre alphabétique, d'abord les femmes ou d'abord les plus anciennes? Non, on va d'abord... Serge? Femme d'abord. Donc, comment... Je vous propose par rapport à votre quotidien, par rapport à vos travaux, je sais pas, est-ce que vous avez des éléments qui vous sautent aux yeux, qui vous empêchent, qui vous gênent, quelque chose d'effrayant, quelque chose qui vous gêne, tout simplement, par rapport à votre expérience, parce que vous êtes tous les quatre des personnes qui agissaient. Vous n'êtes pas des universitaires, comment dire, vous êtes des gens qui travaillent dans des structures avec des boulots qui sont en dehors de la transmission unique de savoir. Comme ça arrangeait un petit peu que je commence. Je voulais juste dire que ce sont les voies de la transmission de la connaissance, moi, qui peut me gêner, c'est-à-dire que l'acquisition de connaissances serait prioritaire à la relation, c'est ce qu'on essaye de défendre, c'est-à-dire que la connaissance, c'est pas quelque chose qui est donné, c'est quelque chose qui s'arrache et qui quelquefois se transmet de façon très volatile. Et l'idée, c'était de se demander à quel moment de notre vie on a l'impression d'avoir appris quelque chose. Alors pour faire le lien quand même avec le débat de tout à l'heure, il y a une chose qui m'a semblé importante, c'est que tout à l'heure, il y avait une question qui était posée sur le fait les gens y croient à ces mythes ou pas, etc. Moi, ça ne me dérange pas du tout qu'un mythe soit fondé ou pas. Ce qui est important, c'est ce qu'il représente pour les gens. Et au niveau de l'itinéraire, il y a un metteur en scène de théâtre qui s'appelle Peter Brook, qui dit qu'il n'aurait jamais réussi à atteindre certains objets s'il n'y croyait pas. Mais croire en quelque chose, c'est pas faire seulement de l'autoconditionnement, c'est simplement croire en l'objectif qu'on peut se donner pour arriver à quelque chose, et que l'objectif peut être remis en cause au sein même du parcours qu'on se donne. Alors nous, à Culture du Cœur, c'est vrai que on défend, et moi je suis aussi universitaire, mais c'est vrai qu'on défend la même chose au département de médiation culturelle, c'est l'idée que la transmission puisse être un petit peu horizontale et qu'on puisse toujours défendre l'idée d'une transmission un peu trouée qui laisse de l'espace à l'autre et que c'est une place à prendre. Quoi qu'il arrive, c'est une place à prendre pour l'enfant. Dans un des ateliers de Culture du Cœur, il y a une intervenante, Adrienne Larue, qui a dit quelque chose il y a 2 semaines qui m'a énormément marqué. Elle m'a dit « ça ne sert à rien de dire à un enfant « concentre-toi ». Elle me dit « ça ne sert absolument à rien pour quelqu'un qui travaille dans le cirque. La concentration, c'est un processus qui met des années
à se maîtriser, et que quand on entend dans la rue énormément de gens dire « mais concentre-toi », ça n'a aucune valeur. Donc c'est un petit peu ça qui peut nous gêner. C'est-à-dire que toute forme de directive qu'on peut donner, qui n'ont aucun effet, si le savoir ne s'articule pas avec la relation et avec l'expérience, ça n'a aucune valeur. Je vous rejoins totalement sur tout ça. C'est vrai qu'aujourd'hui, quand on travaille avec des enfants, je pense que ça pourrait être même la même chose pour les adultes qui refont des formations. On a un accès au savoir avec Internet, en termes de juste le savoir pur et dur, la connaissance. Même les enfants, très tôt, avec un iPad, avec l'intuition, peuvent aller trouver des informations, une fois en tout cas qu'ils ont acquis ne serait-ce que la lecture. Après, cette connaissance, elle est, quand elle est textuelle comme ça, elle est quelque part plate. C'est-à-dire que la qualité de la relation, comme disait Serge, pour moi en tout cas, est fondamentale. Un enfant, qu'est-ce qu'il aime au départ, qu'est-ce qui l'intéresse? Ça va rejoindre le débat qu'il y avait juste avant, ce sont des histoires. Raconte-moi une histoire. Alors effectivement, les mythes, les contes, et c'est au travers des histoires que les enfants développent leur curiosité et vont apprendre aussi un savoir-être. Déjà en tant que parents ou enseignants, au début avec les enfants, on leur apprend à être, on apprend à marcher, on apprend les gestes de la vie, avant d'être dans un savoir intellectuel, avant tout ça. Et effectivement, s'il n'y a pas une qualité de la relation de la personne qui enseigne à l'enseignant, qu'il soit enfant ou adulte, le savoir n'a plus du tout la même saveur. Je pense qu'on a tous des souvenirs de profs qu'on a eus qui nous ont émerveillés, intéressés. Et puis l'année d'après, dans la même matière, c'était plus le même prof et ça nous intéressait plus de la même façon. Parce que la personnalité de l'enseignant va transmettre aussi énormément de choses aux enfants. Et quand on enseigne, je pense qu'une des premières choses aussi, c'est ça nécessite de l'humilité, parce que celui qui enseigne ne sait pas tout. Et souvent, l'enfant qui est en face de nous pose des questions auxquelles on ne sait pas répondre et qui vont nous obliger aussi à nous remettre en question. Donc ça rejoint ce que vous disiez sur cette place qu'a l'enfant en face et sur l'espace que lui va ouvrir. Bonjour. Je suis François Dereau, je m'occupe des petits débrouillards. Donc c'est un mouvement d'éducation populaire, donc peut-être moi plutôt un peu expliquer cette histoire-là, et qui s'occupe d'éducation aux sciences par les sciences. Donc ça, c'est un truc très particulier à notre méthodologie. Peut-être juste pour faire un peu le tirer avec le débat qu'il y a eu avant, je suis un peu dans l'obligation de vous apprendre quand même que le Big Bang n'est pas le début de l'univers. Malheureusement, les scientifiques ont encore trouvé autre chose. Donc c'est pas, voilà, il faut dans cette histoire du récit de l'humanité, les sciences aussi savent rebondir et toujours aller plus loin. Et voilà, donc aujourd'hui, la théorie des cordes explique qu'il y avait un univers rémanent qui existait avant et dans un temps infini, donc où l'information était un peu la maîtresse. Et voilà, donc on est dans une histoire effectivement, je pense que ce qui est intéressant, c'est cette histoire du récit. Et nous, on a choisi celui des sciences parce que malheureusement, on s'est aperçu que les sciences étaient devenues trop cette façon de raconter l'humanité était trop servait trop dans la société, notamment dans le système scolaire, comme une forme de sélection, voire d'instruments de puissance, et c'est dommage. Parce qu'évidemment, pour nous, c'est une façon de raconter le monde. Donc, elle a sa place comme toute autre façon de raconter le monde. Il faut le prendre comme cela et essayer de retrouver du plaisir dans cette façon de raconter le monde avec les jeunes. Donc voilà, ça, c'est notre travail de tous les jours. Peut-être qu'on reviendra plus tard sur on fait peut-être une introduction d'abord. Bonjour. Moi, je travaille dans le journalisme de solutions. Je ne sais pas si on peut parler de connaissances par rapport à l'information, mais mon métier, c'est d'essayer d'évaluer dans quelle mesure une information que vous allez lire peut vous impacter. Selon sa tonalité, j'étudie les effets de l'information anxiogène sur les sociétés, et donc plus particulièrement sur les citoyens, les conséquences qu'il peut y avoir au niveau politique, au niveau fatalisme, au niveau démobilisation sociale et civique, parce que
quand on s'acharne sur un problème sans laisser la moindre petite perspective ouverte, la moindre porte de solution ouverte, on se dit que de toute façon, on est impuissant face à ça et que tant pis, le réchauffement climatique, voilà, on va tous crever. Et quand on commence à mettre en lumière éventuellement quelques solutions, peut-être des réponses, des tentatives, des alternatives qui peuvent éventuellement répondre au problème, de suite, toutes les études montrent que l'information devient plus attractive, notre curiosité est suscitée, on la partage plus sur les réseaux sociaux, il y a plus de clics sur ces informations. Enfin, il y a une espèce de démarche positive face à une information qui vous donne un peu d'espoir. Alors, on n'est pas des bisounours, on ne pense pas qu'il faut traiter que les bonnes nouvelles, absolument pas. On pense simplement que tous les problèmes qu'on doit traiter aujourd'hui dans la société ou dans le monde méritent aussi... il y a une enquête sur le problème, il devrait y avoir aussi une enquête sur la solution. Il devrait y avoir 2 investigations. Donc on ne veut pas changer l'information et le traitement médiatique, mais on souhaiterait le compléter par l'analyse des solutions possibles qui existent pour répondre à ce problème, parce qu'on continue de constater que cette connaissance de l'information, quand elle est constructive, c'est-à-dire quand elle est complétée par des solutions mises en avant, elle vous donne envie d'agir. Elle vous inspire, elle vous est utile, et il y a une forme de passage à l'acte, un effet domino qui est généré par la suite. Donc c'est assez éloigné de... Enfin, moi, j'ai l'impression de faire l'éducation populaire, en tout cas un petit peu à mon échelle, quand je vais voir les médias et que je leur explique je vous assure que si vous complétez cette information par quelque chose, non pas de positif, mais qui pourrait éventuellement donner une perspective d'avenir, votre lecteur va avoir une approche différente face à votre article, face à votre journal, face à votre auteur. Voilà. Je pense que c'est en rapport parce que en fait, il y a une chose, on en parlait avec Frédéric là-dessus, c'est si on n'est pas en train de parler aussi de ralentissement au niveau de l'enseignement, c'est-à-dire de ralentir un petit peu les choses. Et Frédéric me disait il y a quelque temps une chose assez juste, il me disait on devrait lire la presse, mais 15 jours après l'émission des événements pour avoir une compréhension. Parce qu'il est vrai que si on se tient au côté vraiment... presque neuroleptique de l'information aujourd'hui, elle a fatalement un effet sur nous et qu'on devrait mettre un recul de la distance, faire exercice de distance. Et nous, en médiation culturelle, ce qu'on essaye d'enseigner, c'est la distance critique par rapport aux événements, la capacité de décrypter. Il y a un exercice que fait un ami à moi qui est très drôle en début d'enseignement. Il travaille en département cinéma. Et il demande aux élèves de le prendre tous en photo avec leur portable. Et il dit on va mettre les portables sur la table. Et immédiatement, les élèves réalisent que ce n'est pas la même personne qui a sur les 40 portables ou 30 qui sont posés sur la table. Et à travers ce simple exercice, ils font l'exercice de la nuance et du cadrage et du fait qu'on prête à l'information une valeur de vérité parce que l'image dit « je suis vrai ». Elle dit ça, je suis quelque chose de vrai, et qu'on est dans une société... alors, ça peut être très généraliste de dire ça, il faut aussi le vérifier, l'argumenter, mais de l'hypercentralisation du regard, où les autres sens qui existent pourtant sont amoindris. Et on a aussi cette ambition, en fait, à notre juste mesure, de valoriser l'individu dans sa globalité déjà, de ne pas le réduire à ce besoin, à sa condition, à son identité, de ne pas porter le regard justement que l'image, elle porte très rapidement et que l'on porte dans le jugement quotidien. Et c'est super intéressant quand tu dis que c'est un récit possible du monde. C'est ça qui est intéressant, c'est de dire que dans toutes les pratiques qui essayent de réenchanter le monde, justement, mais à travers la parole des individus, c'est leur dire qu'ils peuvent proposer un récit du monde aussi, et que ces récits du monde peuvent coexister ensemble. Oui, je suis attentif à l'aspect temporisé, à l'aspect temps, à l'aspect récit, mais ce récit, il faut qu'il ait le temps de se déployer. Effectivement, je vois un point commun à vos interventions sur le temps de laisser, qu'il faut laisser pour que le récit puisse se déployer. Par exemple, dans les programmes de 6e actuellement, ils passent la Mésopotamie, l'Égypte et la Grèce, ils le passent en 2 cours. Il ne me semble pas que le récit puisse se déployer, puisse rentrer dans la tête et créer des imaginaires et puisse ancrer par des mythologies personnelles et tout ça. Parallèlement à ça, des informations
sur des découvertes archéologiques majeures vont passer également en fin de page. Et il me semble que le temps, qu'il faut du temps, que je souhaiterais une éducation qui prenne son temps et une information qui prenne son temps. Ça me paraît, si je peux rebondir là-dessus, c'est vrai que c'est essentiel. Il y a toujours la question à l'école des programmes scolaires qui changent régulièrement, qui sont plus ou moins fournis en fonction des niveaux, des différents gouvernements, qui sont, voilà, on change même de vocabulaire, on ne dit plus un stylo, on doit dire un outil scripteur, enfin bon, il y a beaucoup de choses comme ça. Alors que le temps, il est important que les enfants s'ennuient, que les enfants rêvent. C'est un temps en fait d'absorption, pour eux, de métabolisation, presque de digestion de toutes les informations que leur cerveau a reçues toute la journée, tous les jours. Le temps des vacances est important, du week-end. On a des enfants qui sont surchargés d'activités parfois. Et il est bon qu'un enfant puisse dire à un moment, je ne sais pas quoi faire, j'ai pas d'idée, je m'ennuie là. Et à mon sens, ce qu'on essaye de faire à l'école Galilée, qui n'est pas toujours évident, parce qu'on essaye aussi de respecter les programmes de l'éducation nationale, mais au fur et à mesure, on arrive à étoffer ça de mieux en mieux, de laisser ce temps de digestion aux enfants, de leur laisser et de ralentir le rythme, au moins dans la relation de celui qui enseigne à celui qui apprend. Tout va trop vite. On est en plus dans un monde aujourd'hui où l'information circule extrêmement vite, de plus en plus vite. On arrive au boulot le matin. Si on n'a pas accès à Internet, le soir, on a l'impression parfois d'avoir loupé tout ce qui s'est passé dans une journée sur Terre. Alors déjà, pour nous adultes, c'est un rythme effréné. On n'a plus le temps de rien. Donc il faut imaginer, concevoir pour un enfant ce que ça peut être. Cet afflux permanent d'informations alors que leur cerveau n'est même pas en mesure d'en digérer la moitié. Et ça me semble essentiel aujourd'hui dans une nouvelle façon de transmettre le savoir, c'est de remettre du temps et de l'espace, comme tu disais tout à l'heure, dedans. Je rajouterais, puisque acteur d'éducation populaire, évidemment, on y tient beaucoup, il y a, avec cette notion de temps, il y a qui permet de se fabriquer, de prendre le temps de se faire, et le récit de pénétrer les esprits, c'est aussi la pratique. Donc nous, il faut, voilà, au Petit Débrouillard, on dit on ne fait pas des sciences de façon in extenso, mathématiquement. On pratique les sciences. Il faut qu'on sente la pression atmosphérique. Il faut la sentir. Il ne faut pas juste l'imaginer et y mettre une formule et l'apprendre par cœur, parce qu'on va rater 90% de ce que la pression atmosphérique a d'intéressant et de ce qu'elle nous apporte, ou est-ce qu'on la rencontre et comment elle agit. Et c'est très particulier, la pression atmosphérique. Je peux vous faire quelques manies plus tard, mais voilà. Donc en gros, il faut pratiquer les choses, que ce soit dans les sciences de la matière, les sciences de la nature, mais aussi les sciences humaines et sociales. Il faut faire des enquêtes, il faut aller discuter avec les gens, recueillir des expériences, écrire. Enfin, tout ça, c'est extrêmement important. On ne fait pas que fabriquer in extenso des formules mathématiques qu'on doit apprendre et régurgiter, parce que ça, on pense qu'effectivement, c'est une façon de parler à certains enfants qui ont peut-être ces aptitudes, mais qui retirent tout le bonheur, on va dire, de l'apprentissage. Donc remettre la joie de faire au centre de l'acte pédagogique nous semble, nous, aussi très important. Oui, et ce que tu dis, c'est que pour faire quelque chose, pour avoir le temps pour faire l'expérience de quelque chose, il faut du temps. Effectivement, ça rejoint ça, puisque apprendre, c'est aussi apprendre des savoir-faire, des savoir-être, et pas uniquement une connaissance pédagogique, uniforme. Ce qu'on a pu constater aussi, c'est que c'est vrai qu'aujourd'hui, il y a des nouvelles tendances dans la transmission du savoir. Il y a de plus en plus d'écoles avec des pédagogies dites nouvelles ou positives, et qui, ça rejoint ce que tu disais tout à l'heure, qui veulent mettre aussi un peu d'espoir dans tout ça pour les enfants. On est dans un monde où ils ont accès à une information qui fait très peur. Il y a énormément de peur aujourd'hui autour des enfants. Ils ont accès à ça, avec tout ce qu'ils entendent, ce qu'ils voient. Si on peut redonner, en tout cas dans l'école, dans des ateliers, dans des associations, un univers parfois un peu protégé pour ces enfants, leur laisser le temps de grandir avec leurs rêves, avec toute l'empathie qu'ils ont naturellement, eux, les uns pour les autres, en tant qu'êtres humains, tout simplement. C'est quelque chose aussi qui fait des êtres qui sont équilibrés, qui sont plus épanouis, et qui, plus un enfant est libre dans sa tête
n'a pas de peur, n'a pas de questionnement terrible, plus il est disposé à apprendre, plus il y a de la place pour l'apprentissage et pour le savoir. Si son esprit est parasité par trop de problèmes, je pourrais dire quels qu'ils soient, ça vient encombrer l'esprit. Oui, je vous rejoins tout à fait sur la question de temps. Dans l'information, c'est le même processus. Le problème, c'est que enquêter sur un problème, ça demande beaucoup moins de temps qu'enquêter sur une solution. Donc, lorsqu'on souhaite traiter l'actualité, dire l'enjeu, expliquer les facteurs, quels sont les coupables, qui vous veut du mal, comment et pourquoi, ça va être beaucoup plus rapide que quelles sont les solutions, les alternatives possibles, où en est la recherche par rapport à ce problème-là, quelles sont les tentatives, est-ce que les politiques sont d'accord, est-ce que les citoyens ont pris ces initiatives. En fait, l'aspect positif et l'aspect espoir va demander un temps beaucoup plus important que lorsqu'on on dénonce un problème. Et on est un petit peu responsable aussi en tant que lecteur, enfin en tant que consommateur d'informations, parce que au final, je m'entretenais avec certains rédacteurs en chef de grands hebdomadaires, et je leur demandais, mais vous avez conscience que le journalisme de solutions existe, se développe, ils sont totalement conscients de cela. Je leur dis, pourquoi vous développez moins l'aspect solution, alternative et enquête sur les possibles réponses aux problèmes? Et comment ça se fait que ça marche moins? Comment ça se fait que l'information anxiogène, ça nous attrape, on en est addict? Et ils m'expliquaient pour la plupart qu'en période de troubles identitaires, de précarité économique et sociale, de transition, de crise, c'est la crise partout, bizarrement, notre réflexe, c'est pas forcément de savoir qui nous veut du bien, mais plutôt qui nous veut du mal. Et comment on va nous faire du mal, et voilà, quels sont les coupables, et dénoncer, parce qu'il y a une espèce de théorie du complot qui fait qu'en fait, on va être limite peu réceptif à l'espoir, où on va même parfois être sceptique, méfiant, se dire mais c'est de la communication, ou c'est peut-être de la publicité, mais c'est pas normal qu'on nous annonce des bonnes nouvelles. Il y a un côté un peu manipulation médiatique. Donc, créer l'espoir dans l'information, non seulement ça demande du temps, mais en plus, on est dans une ambiance où on est sceptique face aux potentielles bonnes nouvelles. Alors, moi, il y a une question qui me vient sur le pont entre les apprentissages et l'information, parce qu'on parle de la façon optimum avec laquelle on pourrait transmettre aux enfants un corpus de connaissances, ou à l'information qu'il faudrait aussi informer des solutions qui existent et pas que des problèmes, on est d'accord. Mais au niveau des apprentissages, de quoi les enfants ont besoin? Pourquoi où est-ce qu'on définit la quantité d'apprentissage qu'on leur transmet? Est-ce que le but de l'apprentissage, c'est pas simplement de rendre les enfants curieux à aller apprendre ce qui les intéresse? Et pour l'information, c'est pareil. Bon, il y a une règle de proximité qui fait qu'on est souvent plus touché par les informations qui surviennent à côté de chez nous que par celles qui arrivent à 10 000 ou kilomètres, évidemment, mais c'est pareil. Où est-ce qu'on s'arrête? Quelle information on transmet? Qu'est-ce qu'on pense devoir être transmis en termes d'information et en termes d'apprentissage? Qu'est-ce qui est nécessaire et indispensable pour les enfants? Juste, j'y pensais tout à l'heure pour faire écho à ce que tu disais. C'est déjà qu'il y a un cadre de la transmission. Si on montre à un enfant simplement qu'on l'invite à une salle de montage et on lui montre qu'on peut faire dire ce qu'on veut à l'image en coupant 2 secondes avant ou 2 secondes après, je pense que ça a une valeur d'apprentissage plus forte que de lui dire constamment « mais ces images, elles te font plonger dans l'illusion, attention, attention ». J'ai des expériences très concrètes, c'est-à-dire montrer le même paysage photographié par 2 photographes différents, ça fait l'expérience de la subjectivité, ça développe. Je me rappelle d'un atelier extrêmement intéressant où des gymnastes et des artistes de cirque faisaient la même figure. Alors les artistes de cirque se recevaient très précisément, et les gymnastes se recevaient très précisément, les artistes de cirque faisaient ça sur la même figure. Et les enfants comprenaient ce que ça voulait dire, un geste artistique, sans forcément leur dire « mais ça, c'est pas de l'art », etc. Et je me rappelle d'un autre atelier avec des jeunes mineurs isolés où des gens s'évertuaient à leur faire écrire une question poétique
Ils en avaient marre. C'était des étudiants que j'avais qui ont dit, mais avant d'écrire une question poétique, écris une question, et puis après on verra ce que c'est que la poésie. Vous voyez, c'est-à-dire que je pense qu'il y a des solutions concrètes quand on se retrouve dans un musée devant un tableau et qu'on prend un peu de distance et qu'on demande aux gens de se rapprocher. On leur dit, ils ont vu du bleu. Ils se rapprochent, ils disent non, c'est pas du bleu, c'est du gris. Cette expérience physique même de la relation à l'œuvre sont des choses très très concrètes, mais qui vont changer vraiment la vie des gens. Ils vont s'en rappeler. C'est ça qui est troublant. En quelques secondes, ils vont apprendre un truc qui sera très concret et ils vont pas l'oublier. Oui, alors là, ça rejoint nous. J'ai des exemples concrets comme ça aussi à l'école où, quand on fait de l'art visuel, tout simplement, il y a un petit exercice rigolo qui va montrer les mêmes choses aux enfants, où on va leur dire simplement, vous avez tous une feuille de papier, en haut à droite, faites un cercle, en bas à gauche, un triangle, et puis quand on regarde les dessins de toute la classe, il n'y en a pas un qui est le même et où on pourrait retrouver la consigne. Donc c'est pareil, ils vont apprendre la subjectivité, l'attention, plein de choses. C'est vrai que ce qui me semble important, c'est de la même façon que ce que disait Serge, c'est qu'on a toujours une notion de la transmission du savoir qui est très didactique, où l'autre en face est très passif, où on va avoir où l'enseignant est presque un conférencier en permanence. Et là, on met vraiment l'enfant qui apprend dans une position de passivité qui est totalement contraire aux besoins de l'être humain. Même nous, en tant qu'adultes, on ne peut pas rester assis 7 heures par jour à être toujours le réceptacle d'une information qui, la plupart du temps, en plus pour les enfants, n'a pas de sens si on ne passe pas par l'expérience. Après, dans l'école, il est très difficile, avec les rythmes qui sont imposés, de prendre le temps de ces expériences. Là, on se heurte dans l'école à un vrai problème. On voudrait pouvoir prendre le temps, et on a des exigences de programme, d'avancée. Il faut que tout le monde ait appris la même chose tout le temps. Il faut que tout le monde ait la même somme de connaissances. Là, ça devient compliqué. Moi, personnellement, je ne pense pas qu'on puisse être tous curieux de tout. Ou en tout cas, pas au même âge, pas au même moment dans la vie. Il y a des temps pour tout et qui ne sont pas les mêmes pour chacun. Donc, c'est très difficile de faire une éducation, un enseignement qui serait l'idéal et le même pour tout le monde. Je pense que chaque enfant a des talents qui lui sont propres, particuliers, et peut-être le plus bel apprentissage que pourrait faire un enseignant, avec lui, ça serait simplement déjà de lui apprendre à découvrir quels sont ses propres talents à lui. Ensuite c'est sa vie. Mais... Excusez-moi, j'ai une petite question par rapport à ça. Du coup... Si chaque enfant apprend à sa manière les choses qui l'intéressent, finalement, parce que j'imagine que c'est un peu le but de l'école, c'est de créer un socle commun pour aller vers entre guillemets, des objectifs communs. C'est ça le but de l'école. Si chaque enfant apprend à sa manière sur les choses qui l'intéressent, est-ce que ça ne va pas créer aussi, dans un sens, un manque de cohésion? Est-ce qu'il n'y aura pas trop d'individualité dans l'apprentissage de chacun? Est-ce que ça ne va pas créer une marginalisation entre les élèves? Alors, je ne pense pas, à partir du moment où les élèves continuent d'être un groupe, par exemple un groupe classe, un groupe école, qu'ils ont entre eux des interactions et qu'ils s'apprennent entre eux mutuellement beaucoup plus de choses qu'on pourrait ne le penser. Quand un enfant voit un copain qui sait faire ça, une des grandes phases des enfants, c'est « t'as vu ce que je sais faire? Et toi, tu sais faire ça? Et toi, tu sais sauter? Et toi, tu sais calculer hyper vite ?» Donc, en fait, il y a naturellement dans leurs échanges, j'ai envie de dire suffisamment d'échanges pour que, justement, entre eux, ça développe leur curiosité de se dire, lui, il sait faire ça, comment il a réussi, est-ce que moi, je peux faire? Et puis, effectivement, même si on peut essayer de privilégier au maximum pour chacun un moyen presque parfois différent d'apprendre, on va diffuser quand même un socle commun, une base fondamentale, compter, lire, écrire, enfin. Ensuite, chacun peut trouver ses spécialités. Mais il y a un socle commun qui est fondamental, qu'on doit offrir à tout le monde, pouvoir offrir à tout le monde, ça c'est sûr. Ouais, alors, j'aurais une réponse un peu différente, mais parce qu'on n'a pas évidemment les mêmes contraintes que l'école. Je pense qu'effectivement, d'abord, tu poses un peu les questions des objectifs derrière. Je pense que l'acte éducatif est un acte politique et que je ne pense pas justement que le socle commun, ça soit écrire, lire, compter. Le socle commun, c'est comment vivre ensemble. Et le problème, c'est qu'aujourd'hui, on pose le dilemme, enfin le problème en disant comment on peut écrire, lire, compter. Mais non. Écrire, lire, compter pour vivre ensemble, ou bien vivre ensemble, ça me semble intéressant. Voilà, je suis d'accord. Mais écrire, compter pour vivre
compter ses deniers pour être de plus en plus riche tout seul, ça n'a pas d'intérêt. Voilà. Et donc là, on a un vrai problème d'objectif et de la façon dont on objective l'éducation. Donc évidemment, nous, on défend une idéologie derrière. Et derrière, par contre, tu parlais plus des méthodes. On parlait des méthodes d'apprentissage. C'est-à-dire qu'en fait, effectivement, pour apprendre à tous ces jeunes à bien vivre ensemble, on va choisir des biais pédagogiques, des méthodes qui sont adaptées à chaque jeune et à ses propres appétences, capacités, éveil au moment où tu lui parles, éveil à son âge. À 8 ans, il ne sera pas pareil qu'à 9 ans, il ne sera pas pareil le matin que l'après-midi. Tout ça, c'est la pédagogie, c'est le travail. Mais évidemment, il faut s'adapter à chaque enfant, à chaque jeune, et l'accompagner dans son apprentissage. Aujourd'hui, on a une espèce de machine qui est un peu rouleau compresseur, voilà, parce que c'est comme ça qu'on lui a posé le problème. Écrire, lire, compter, tout le monde en même temps, toute une génération en même temps. On ne supporte pas qu'un élève prenne 3 ans à apprendre telle ou telle notion et l'autre 6 mois. Et pourquoi? Où est le problème? Il n'y a aucun problème. Par contre, on lui apprend à juger celui qui a mis 3 ans, en lui disant qu'est-ce qu'il est bête, qu'est-ce qu'il est idiot, alors que plus tard, ça sera peut-être celui qui va lui sauver la vie parce que ça sera le policier du quartier. Vous voyez, on apprend les gens à se mépriser parce qu'ils n'auraient pas la même façon d'apprendre les choses. Donc il y a un vrai souci dans la pédagogie qui est, à mon avis, pas adaptée, mais parce que les objectifs de l'école sont mal posés. Et dans ce que tu dis, il y a la pression des parents, il y a la pression des publics. Il ne faut pas oublier qu'il y a un certain nombre de guides, par exemple, de musées, qui se plaignent qu'il y a un public qui n'est là que pour confirmer les connaissances et qui condamne le reste du groupe à cette même dynamique. C'est-à-dire que les enseignants ne sont pas les seuls responsables. C'est-à-dire qu'il y a des attentes qui peuvent saccager une rencontre, saccager complètement. Oui, alors là, je suis entièrement d'accord parce que souvent, on demande à l'école de faire aujourd'hui, en tout cas aux écoles qui sont hors contrat éventuellement, qui ont cette liberté de tester des choses, de faire des choses très différemment. Et alors nous, dès qu'on essaye d'y aller un peu franchement, alors là, ça devient très, très compliqué. On va avoir le rectorat sur le dos, on va avoir des parents très inquiets. C'est-à-dire que tout le monde veut qu'il y ait des choses qui changent, ça on le sent bien, mais en même temps, ça fait très peur. Donc on a effectivement, oui, comme tu dis, cette pression extérieure qui fait qu'on n'est pas non plus aussi libre, pour rebondir sur le temps. Un enfant à qui nous, enseignants, on se dit, bah, oui, nous, on n'est pas inquiets, c'est pas grave s'il ne sait pas compter au bout de 3 mois, etc. Mais là, on a des parents tellement inquiets tous les jours que même ça va finir par mettre une pression à l'enseignant et à l'enfant et, faire dériver un peu le projet pédagogique qu'on pourrait avoir pour eux. Oui. Bonjour. Bravo à vous tous. C'est ma première rencontre avec ce contexte. C'est vraiment merci de vous disposer au public. C'est vraiment formidable. Je ne connaissais pas du tout. C'est vraiment fameux. En fait, j'ai 2 questions. La première, en fait, elle est relative à dans quelle mesure, moi, si vous voulez, je suis professionnel dans tout ce qui est relatif en fait aux approches globales de la connaissance et de la conscience. Et en fait, tant qu'à parler en fait, d'innovation en termes pédagogiques et en termes méthodologiques concernant les méthodes d'apprentissage, en fait, concernant l'apprentissage en général, dans quelle mesure peut-on initier en fait, la connaissance, la connaissance de soi et une approche, une connaissance de soi holistique. Dans quelle mesure en fait peut-on impulser dans l'éducation, auprès des enfants et même dans l'éducation en général, finalement la connaissance de soi de manière holistique. Ça, c'est la première question. Et la seconde, elle était relative aussi en même temps, tant qu'à concevoir effectivement que l'éducation nationale en fait est limitée dans ce qu'elle propose en termes éducationnels, dans quelle mesure, si on avait à concevoir justement des prises d'initiative finalement pour compléter finalement l'éducation telle qu'elle est proposée aujourd'hui, pourrait-on en même temps, en plus d'introduire le fait de familiariser, d'initier à la connaissance de soi holistique, en plus de ça, est-ce qu'il est possible en même temps de familiariser au fait qu'on puisse développer tous les talents en même temps? Si vous voulez, le truc, c'est que par exemple, dans le cadre d'une démocratisation de la connaissance, on constate que par exemple un boulanger peut en même temps être un éducateur et qu'en fait finalement il est possible à chaque individu de développer tous les talents. En fait, si vous voulez, même dans le cadre de la spiritualité, on part du principe qu'il y a un Bouddha en germe dans n'importe quel humain. Donc en fait, dans cet ordre d'idée, dans quelle mesure en fait le bouleversement de l'éducation peut apporter à quelque part finalement à ce que tout le monde soit un génie, voire plus encore. Voilà, merci. Je vais peut-être répondre à votre question qui est un peu compliquée, mais pour l'apprentissage à être tout, c'est pas tellement la question, c'est être, comme on dit, un être bien fait. Et
et de pouvoir avoir accès à l'éducation à tout moment de la vie. C'est ça qui me semble important. Dire, je peux vouloir apprendre les apprentissages d'être boulanger à 12 ans et puis faire de la philo à 14, apprendre l'anglais à 23 et refaire de la géographie à 40. Et il faut ouvrir les champs des possibles et dire aux gens, vous pouvez vous former en permanence à tout moment de votre vie. Il n'y a pas un âge pour être éduqué, un âge pour travailler. Enfin, c'est une vision un peu bizarroïde du travail. Et c'est une autre question. Et par rapport à votre première sur la connaissance de soi, je vais vous répondre bêtement. Un être humain, c'est de la biologie, c'est de la physique. Donc il y a déjà ça. C'est de l'anthropologie, c'est de l'ethnologie, c'est de la sociologie. Un être humain, c'est tout. Donc il y a beaucoup de sciences derrière, et c'est un long chemin pour comprendre tout ça. Il y a la psychologie, évidemment, il y a tout ça à apprendre. Et c'est des sciences qui sont certaines très anciennes, d'autres très jeunes. Et il faut rentrer dans ces apprentissages, les uns après les autres, et croiser toutes ces façons de raconter l'être humain et soi-même. Si, pour rebondir sur votre première question, pour la connaissance de soi, il y a effectivement tout ce que tu viens de dire, qui est biologique, qui est scientifique. Voilà, l'être humain est fait de chair, hein, d'air, d'eau, de tous ces ingrédients. Il est aussi fait de choses assez mystérieuses, même si elles ont des explications scientifiques aussi, des déclenchements scientifiques qui sont les émotions. Peut-être ça va rejoindre se rapprocher de votre question sur la connaissance de soi, peut-être en termes de connaissance de soi émotionnelle et pas uniquement intellectuelle. Voilà. Oui. Alors, donc, je pars sur cet aspect. Alors voilà, avec ça, en disant qu'il y a la possibilité dans les écoles d'enseigner aux enfants ça. Qu'est-ce qu'on ressent ? Il y a des outils qui existent aujourd'hui. Il y a effectivement des sciences nouvelles en psychologie, des choses assez positives. Qu'est-ce que je ressens ? Qu'est-ce que l'autre ressent ? Et par rapport à ça, je vais me connaître. Dans quelle situation j'ai peur ? Dans quelle situation je suis joyeux ? Qu'est-ce qui est bon pour moi ? Voilà. Donc, au-delà de la connaissance physique de mon corps, des grands principes, je vais aussi avoir une connaissance psychologique de moi-même au fur et à mesure. Et ça rebondit. Je redis encore la même chose, mais on a besoin de temps pour ça avec les enfants. On ne peut pas apprendre à se connaître comme ça dans une journée entre le cours de maths, le cours de français. Pour ça, ils ont besoin de temps sociaux, de jeux, de la récréation, du déjeuner, de tous ces temps-là pour se connaître. Et juste pour ajouter une petite anecdote, parce que je la trouve drôle, mais pour vous montrer aussi qu'aujourd'hui, les sciences sont compartimentées, biologie, tout ça, parce que c'est leur histoire et c'est la façon dont on l'a découverte. Mais rien que d'essayer de penser que vous avez plus d'êtres vivants qui ne sont pas vous, dans vous, que de nombre de molécules. Il y a plus d'êtres étrangers à vous qui vivent dans vous que de vos propres molécules qui vous composent. Donc rien que de penser à ça, que ce que la biologie vous apprend, qu'on vient de découvrir il n'y a pas longtemps, vous change aussi la façon de vous voir. Il y a une chose qui va aussi dans le sens de ce que tu dis, c'est par exemple nous, à Culture du Cœur, on essaye de travailler sur l'infinie diversité des émotions, tout simplement. Et de partir du principe que quand quelqu'un est devant une œuvre et qu'il est dans la perplexité, c'est une émotion qui va au-delà du j'aime ou j'aime pas justement des outils contemporains. C'est-à-dire qu'on peut valider une émotion comme une incertitude émotionnelle d'une personne et qu'elle est en suspension et qu'elle a toute sa valeur. Donc le combat à mener, si on peut parler de combat, parce que le combat voudrait dire un résultat aussi, mais si on peut parler de l'état d'éveil, en tout cas, de veille dans lequel on peut être, c'est d'essayer de surmonter tout ce qui est immuable et tout ce qui serait une vision immuable que l'on aurait de nous-mêmes, vu que nous sommes continuellement en métamorphose. Et c'est le principe même de la métamorphose de Kafka. Un être qui n'est plus en métamorphose meurt. Et je dirais qu'à partir de là, on peut sortir aussi de l'éducation des enfants. On peut aller dans une éducation à long terme de quelqu'un qui, par exemple, aurait eu un accident de vie. Et cette personne se serait vue uniquement comme un musicien. Et à partir de ce moment-là, on peut lui dire « mais tu peux faire aussi autre chose, parce que tu n'es pas réductible à une identité ». En gros, arriver à défendre que un et plusieurs.
Et l'information. Alors moi, j'ai pas eu ma réponse à ma question de tout à l'heure sur l'information qui était utile justement, parce que là, quand même, sur les apprentissages, on voit que on est dans des contextes très particuliers où il s'agit plus en fait de transmettre des méthodes, des façons d'appréhender les connaissances que des connaissances en elles-mêmes. Et on est un peu rassuré parce que c'est vrai qu'aujourd'hui, avec Google, on se demande à quoi ça sert d'apprendre autant de choses vu qu'on peut tout retrouver de toute façon n'importe quand, n'importe où. Mais encore faut-il savoir s'en servir. Mais l'information. Votre question par rapport à la formation, exactement. C'était un peu en lien, je disais, est-ce qu'il y a un corpus minimum utile d'apprentissage à transmettre? Et de la même façon, quelles informations méritent, c'est pas le mot que je voudrais utiliser, mais c'est le premier qui... non, je vois très bien ce dont vous parlez. Ouais. Voilà, en fait, il y a une question centrale dans le journalisme de solution à laquelle on n'arrive toujours pas à répondre. C'est bien gentil de dire, bon, bah voilà, nous, on met en avant des solutions, des initiatives qui peuvent répondre à des problèmes. Sauf que quand vous les mettez en avant, il faut les choisir, les solutions. Et la solution de Michel n'est pas forcément la solution de Patrick. Donc, du coup, il faut qu'on tranche. Et aucune solution n'est dénuée de sens idéologique, voire politique. Du coup, c'est très compliqué de mettre en avant et d'aller voir les médias pour leur dire, écoutez, ce serait intéressant que vous fassiez un reportage sur cette personne-là ou cette personne-là, parce qu'elle a peut-être trouvé une solution par rapport à ce problème. Parce que selon que ce soit le Figaro ou Libé, pour être dans le cliché, ils vont vous dire, oui, mais nous, vous savez, les coopératives, vous n'avez pas plutôt une success story et puis les autres vont nous dire, non, ça fait trop rêve américain, vous n'avez pas plutôt quelque chose de plus gaucho. Enfin bon. Et du coup, par rapport à ça, on s'est dit, bon, bah, nous, on veut pas se mouiller, on n'a pas envie d'avoir d'étiquette politique, parce qu'autrement, c'est fini, c'est du militantisme enfin, le journalisme, on veut pas faire du journalisme d'opinion, c'est pas l'idée. On s'est dit qu'il fallait mettre en place des critères, et on a notamment le critère de quelque chose qui puisse être productif sur du long terme. C'est là où ça rejoint la question du temps dont vous parlez. C'est-à-dire que si c'est un phénomène, si c'est une solution qui s'applique sur du court terme et que dans 6 mois, 1 an, on se rend compte qu'en fait, ça fait pchit, bon, en soi, c'était peut-être une bonne nouvelle, mais il faut que ça fasse ses preuves dans le temps. Donc déjà, il y a la question de vérification que les journalistes font. Parfois, ils reviennent sur des sujets, mais je ne sais pas si vous avez remarqué, il y a pas mal de sujets sur lesquels on ne revient plus. C'est pas évident que dans 6 mois, on vous parle de la jungle de Calais. Peut-être que ça a eu son temps de gloire et que maintenant, ça se trouve, les problèmes seront toujours présents, mais il y a des trucs sur lesquels on ne revient pas. Donc la question de est-ce que la solution qu'on a trouvée, elle peut faire ses preuves dans le temps, elle s'inscrit dans le temps. Est-ce qu'elle est reproductible? C'est-à-dire que si ça marche dans un petit village, c'est chouette, mais bon, l'idée, ce serait de pouvoir reproduire cette solution le plus possible, parce que nous, en fait, on veut faire une information qui donne envie d'agir, au sens où je suis en France, je lis une initiative qui a été prise en Inde, je trouve ça génial. Bon, bah, j'ai envie de reproduire ça en France. Donc, l'idée, c'est que les initiatives qu'on puisse lire, tout le monde puisse les approprier pour que tout le monde puisse, entre guillemets, reproduire cette solution dans son pays ou sa ville ou pour ses intérêts personnels, hein, peu importe. Donc, reproductible, inscrite dans le long terme. Et aussi, si elle satisfait la majorité des acteurs qui sont concernés. Je vous donne un exemple très concret et je m'arrêterai là. Par rapport aux industries qui parfois font faillite, les grosses faillites économiques qu'on a pu voir, que ce soit ArcelorMittal ou d'autres entreprises, certains vont vous dire bon, bah, la solution, c'est licencier un maximum pour pouvoir garder l'entreprise. Et d'autres vont vous dire bah, autrement, on accepte de travailler moins dans la semaine et de baisser le salaire. Enfin, vous voyez, il y a 2 solutions qui sont idéologiquement très connotées. Donc par rapport à ça, si on ne veut pas faire de politique, on se dit, bon, bah, on compte quantitatif. Quelles sont la majorité des acteurs les plus satisfaits? S'il y a une majorité d'acteurs satisfaits par le dialogue social ou par cet accord-là qui a été trouvé, même si nous, on ne trouve pas ça forcément, on va dire, bon, sans faire de la morale, on dit non, la majorité a été satisfaite, donc on y va. Si c'est par contre une minorité d'acteurs qui sont concernés pour qui la solution est favorable, on estime que non, à ce moment-là, c'est... Mais c'est assez problématique cette question quantitative, hein, parce que c'est un peu de l'utilitarisme, et à ce moment-là, vous pouvez partir loin dans ce genre de problème. Mais enfin, tout ça pour dire que du coup, on cherche des critères pour essayer de définir les solutions qui méritent d'être connues. Merci. Non, juste ma réagir.
la fabrique de l'information, c'est compliqué, ça je vous le laisse. C'est vrai que c'est compliqué, mais À nous on sera plutôt sur. Aussi, non, François. Non, mais spécifiquement le métier du journaliste, voilà, évidemment compliqué aujourd'hui. Mais nous, ce qui nous intéresse aussi, c'est, et notamment si on voit aujourd'hui, les jeunes, ils s'informent plus à la télévision ni dans les journaux, ils s'informent sur Internet. Et les dernières enquêtes qu'on a pu lire et les gens qui suivent ça un peu de près, c'est inquiétant. Parce qu'en fait, on les laisse aller sur Internet sans aucune explication de texte avant. Il n'y a pas d'intermédiaire avec l'adulte. Et je trouve ça extrêmement dangereux. Il faut qu'on reprenne cette histoire d'éducation aux médias, aux multimédias, auprès des jeunes, de façon beaucoup plus tôt que ce qu'on fait, et de façon beaucoup plus, on va dire, énergique que ce qu'on fait aujourd'hui, parce que malheureusement, ils prennent des choses en direct. Et il y a beaucoup d'enquêtes, là, j'en ai lu hier encore, même dans tous les pays de l'OCDE, c'est un peu pareil. Ils prennent pour argent comptant des fois des choses qui sont absolument pas du tout rationnelles, scientifiques, démontrées. Enfin, voilà. Et c'est inquiétant. Donc il faut vraiment là-dessus être beaucoup plus vigilant et prégnant que l'on est aujourd'hui. Pardon. Non, ça pour rebondir. Je pense que c'est... Non, s'il y a une nouveauté à imaginer maintenant dans la transmission d'un certain savoir, dont peut-être les enfants, les adolescents, même les adultes ou jeunes adultes n'avaient pas besoin avant, c'est cette capacité d'analyse de l'information telle qu'elle est présentée maintenant. Ça, à la limite, je pense que si l'éducation nationale avait une nouvelle matière à créer dans l'enseignement, ça serait vraiment un cours sur qu'est-ce qu'on me montre, qu'est-ce que j'en fais, où est-ce que je vais aller trouver d'autres informations, c'est-à-dire ma capacité à avoir un esprit critique, à me poser des questions. À partir du moment où l'enfant, l'adolescent a cette capacité à réfléchir, à raisonner, on peut parler de tout. On peut parler de tout et on peut, ça va rejoindre ce que tu disais, avoir beaucoup d'espoir de solutions pour l'avenir sur tout un tas de sujets. Si on est dans un enseignement direct et qu'on n'apprend pas aux jeunes à faire attention, alors sans jouer sur la peur, parce que la peur est un moteur très puissant pour l'être humain. Je pense que ça rejoint ce que tu disais, ça peut être une des explications. Pourquoi est-ce qu'on est addict aux mauvaises nouvelles au bout d'un moment? Le climat de peur se développe et exactement. Et ça, les enfants entendent tout ça, ont accès, sont très sensibles à ça et c'est très inhibiteur ensuite. On ne s'épanouit pas dans un climat de peur. Donc ça, je pense qu'il y a presque une nouvelle matière à créer dans les programmes. Ça va devenir un des fondamentaux du futur, je pense, savoir cet accès à ce nouveau type d'information. Le problème, c'est ceux qui sont plus jeunes, justement, qui ont passé l'école et qui se retrouvent souvent coincés derrière Internet, à aller voir n'importe quoi. Merci. Non, pour rebondir sur ce que vous disiez, monsieur, au sujet de l'enquête que vous avez lue par rapport à notre approche à l'information. J'ai appris récemment que le premier moyen d'information chez les jeunes, je crois que c'est jusqu'à 24 ans, 15-24 ans, c'est Facebook. Parce que Facebook, en fait, on se rend compte que notre page d'accueil, pour ceux qui ont des Facebook, c'est une espèce de plateforme qui agrège des contenus. Et en fait, la démocratie Internet, selon laquelle on est censé pouvoir avoir accès à tout le savoir, très diversifié, tout trouver, ne plus être influencé, les informations que vous allez trouver sur votre mur, c'est celles partagées par vos amis. Et si on veut faire un tout petit peu de sociologie de Francisou, vos amis, a priori, partagent pour la plupart du temps votre mode de vie, pas forcément vos convictions, mais en tout cas, ils ne sont pas non plus très éloignés de votre milieu d'origine. Ou alors, même s'ils ne sont pas éloignés de votre milieu d'origine, en tout cas, ça peut être vos collègues. Donc, en tous les cas, ils partagent un socle de valeurs à un minimum. Et donc, du coup, les informations que vous allez lire, au final, au-delà du fait que ça puisse ne pas être vérifié, que ça puisse être de l'intox, au-delà de ça, il y a un problème de diversification. Parce qu'en fait, on lit les informations qui correspondent à nos attentes, à notre milieu social. Et c'est même pire que ça, parce que, vous savez, les cookies. Voilà, exactement. Quand vous acceptez les cookies de Facebook, c'est-à-dire que les publicités que vous recevez sur le côté correspondent à vos démarches sur Internet, à vos attentes. On suit vos représentations un peu individuelles des choses. Et on se dit, visiblement, elle aime bien les chaussures, visiblement, elle aimerait bien partir au Népal. Et donc, du coup, on met ces pubs-là. Sauf qu'il n'y a pas que pour les pubs, en fait. L'information va suivre aussi, selon ces fils sur Internet, vos goûts,
pour, je sais pas, pour ceux qui sont passionnés de lecture de mythologie scandinave ou pour ceux qui adorent l'égyptologie, bah, du coup, ils vont, bizarrement, vous allez voir que vos articles sur les réseaux sociaux correspondent à vos attentes. Et juste, je finirai par rapport au fait qu'aujourd'hui, les médias américains, enfin Facebook, se posent la question de est-ce qu'on n'aurait pas une influence indirecte par rapport à l'élection de Donald Trump ? Parce qu'en fait, ils se sont rendus compte que les électeurs républicains et les électeurs démocrates, sur les réseaux sociaux, n'étaient jamais amenés à se rencontrer. Jamais. Les informations sur Facebook, il y en avait pour les républicains, les jeunes, et pour les démocrates, mais ce n'était pas croisé. Donc quand on pense qu'on peut découvrir par ces plateformes une information croisée, diversifiée, en fait, elle nous entretient dans notre propre mood, et donc l'information correspond à notre consommation. J'ai aucune idée de l'heure. Peut-être il y a des questions dans la salle. 17h18. Alors je crois qu'on est en retard pour le... je crois qu'il va falloir s'arrêter. Donc si vous avez des questions, ce sera pour une autre fois. Où vous pouvez... Mais merci à vous. Merci.